Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 6e épisode de Fantasy. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas enregistré un épisode, je sens que je suis toute rouillée, il risque d'y avoir des cafouillages. Désolée si je bafouille, si je parle trop vite, vous avez l'habitude maintenant, je vais essayer d'être aussi claire que possible, mais bon, on se refait pas. Hein. Alors, dans l'ordre, aujourd'hui je bois un Spring of London, c'est un thé Earl Grey, toujours de chez le Palais des Thés, hein. On change pas une équipe qui gagne. Il est bon mais beaucoup trop chaud, je suis en train de me brûler. En même temps, est-ce qu'on peut vraiment m'en vouloir au moment où j'enregistre ça? Ça y est, l'automne est bien arrivé, on le sent bien, donc il est trop tôt pour allumer le chauffage, mais l'envie n'y manque pas. Alors, les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que le titre de cet épisode est un peu différent d'habitude. La raison pour cela, c'est tout simplement que, comme je l'ai dit sur Instagram, et il me semble que je l'avais dit à l'épisode 5, ah non, je l'avais pas dit dans l'épisode 5, je l'avais dit sur Instagram, mais j'ai plus ou moins fait une pause pendant l'été où j'ai beaucoup moins été présente sur les réseaux et j'ai moins pensé au podcast. J'ai beaucoup lu, mais du coup, j'ai rien enregistré, j'avais pas préparé d'épisode, et plutôt que de sortir plusieurs épisodes, je me suis dit je vais en faire entre guillemets un gros, même si maintenant que j'ai plus l'habitude de parler correctement, ça va un peu plus vite. Je me suis dit autant faire un gros épisode qui s'appelle trop de livres plutôt que d'en faire 3 par 3 parce que sinon je prendrais juste du retard et du retard et du retard et je m'en sortirais jamais, et me connaissant, ce serait dommage parce que ça casserait mon groove, ça casserait le groove de l'empereur. Donc bon, tant qu'à faire, autant tout donner d'un coup. Donc je vais parler de beaucoup de livres, ce qui veut dire que, afin d'éviter que ça dure aussi 3 heures, je vais en survoler certains. Mais comme toujours, j'essaierai d'avoir des choses intéressantes à dire dessus, comme ça ce sera un peu plus condensé. Alors, commençons par le premier. Enfin, le premier. Alors je vais pas les présenter dans l'ordre de lecture comme je le fais d'habitude, parce que vous allez voir notamment pour la saga Blackwater, comme je vais parler de 3 tomes d'un coup, ce serait bête de parler d'un tome, puis faire une pause, puis d'un autre, etc. Donc c'est semi-chronologique comme ordre. Le premier roman dont je vais vous parler, c'est Le Roi au cœur de pierre. Alors Le Roi au cœur de pierre, c'est un roman que je n'aurais jamais lu en temps normal. Et pourquoi cela? Déjà parce que c'est pas le genre de roman que je lis, c'est de la romantaisie, donc il faut savoir que je crois... Enfin... C'est pas que j'en ai jamais lu. J'avais commencé la trilogie du Prince Cruel, il faut que je lise le dernier tome. Bref, j'ai lu 2-3 grands classiques comme ça qui ont été très à la mode, parce que, comme tout le monde, je suis influencée par BookTok, par Bookstagram, etc. Donc je ne suis pas immunisée. Donc c'est pas la première fois que je lisais la romantaisie, mais je lis peu de romantaisie, pour des raisons que je vais exposer un peu plus tard, mais c'est pas mon genre. Donc c'est pas le genre de bouquin qui se serait trouvé trop non plus dans mes recommandations. Mais en fait j'ai rencontré l'autrice Misami Yeko, qui est une personne adorable, quand j'ai été invitée par mon éditeur à venir faire des dédicaces au salon du livre de Montpellier. Ça s'appelait pas le salon du livre, ça s'appelait comment? Ah ben génial, j'ai perdu le nom de ce salon là. Quand j'étais allée à Montpellier faire des dédicaces la dernière fois, j'ai donc rencontré l'auteur et la façon dont elle m'a pitché le roman m'a donné envie. Par curiosité, parce que bon, c'est pas idiot qu'on dit normalement, mais vous avez l'idée. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant tenter l'expérience, hein. Donc j'ai pris le roman, que du coup j'ai eu dédicacé, etc. Et, comment dire, je me rends compte que mon avis, c'est du coup l'avis de quelqu'un qui n'est pas forcément appréciative de ces romans-là. Donc il faut prendre ce que je vais dire avec des pincettes. C'est pas le genre de choses que j'aime lire, c'est pas le genre de choses vers lequel je vais me diriger naturellement. Donc, forcément, je pars pas sur une bonne route, soit sur une bonne base. Vous savez que je donne pas de notes quand je parle de roman, je donne plutôt une recommandation. Est-ce que je recommande ou est-ce que je recommande pas? Je pense que, au vu du succès du bouquin, pour quelqu'un qui aime la romantaisie, il faut foncer absolument. Si vous aimez la romance, alors là vous êtes servi, hein, et puis il y a de la romance, il y a du drame, etc. Mais sans mauvais jeu de mots, c'est clairement pas ma tasse de thé. Pour les gens qui sont plus fans comme moi de la high fantasy, des univers complexes, etc., c'est un bouquin qui est frustrant, comme beaucoup de romans de romantaisie, parce que le roman ne tourne que autour de la romance. En même temps, c'est un peu dans le résumé, t'aurais pu t'en douter. Oui, c'est sûr. C'est sûr que j'aurais dû le voir venir. Et au départ, c'était pour ça que je l'ai acheté.
et que j'ai voulu lire ce bouquin parce que je me disais oh, j'aime bien la romance quand même, j'ai envie de lire une bonne romance. Mais je pouvais pas faire abstraction de tout ce qui me manquait derrière. En fait, c'est ça le problème. D'ailleurs, j'ai pas présenté l'illustrateur, mais j'ai pas réussi à trouver le nom des personnes qui ont fait les illustrations, de là où les personnes qui ont fait les illustrations de la couverture et dans le roman. Mais pour en revenir au sujet du roman, en fait, j'ai pas trouvé ce que je voulais dans ce roman. Il y avait trop de moments où j'étais distraite de l'histoire par le contexte. Le contexte n'était pas assez crédible pour moi. Moi, quand je lis un roman, des fois j'accepte le TGCM, le ta gueule c'est magique. C'est-à-dire que des fois, quand il y a des trucs qui sont trop complexes, je suis en mode oui, d'accord, je te fais confiance, roman, quand tu me dis ça, pas de souci. Donc honnêtement, quand je lis un roman, je ne m'attends pas à avoir un univers limpide comme la roche, expliqué dans les moindres détails, ultra détaillé. J'adore les gens de romans comme ça, mais je peux faire sans. Je suis pas non plus ultra exigeante à ce niveau-là. Même moi, quand j'écris, je sais que des fois ça peut être pesant et puis ça peut rendre le récit très lourd de trop expliquer. Donc il y a un juste milieu et je trouve que là, il n'a pas été atteint. Je comprends que le roman devait tourner autour de la romance, que c'est ça l'intérêt du roman. Mais pour moi, le décor de fond ne tenait pas. C'est comme si t'allais au cinéma, que tu regardais un film et que l'histoire avait l'air trop cool, mais que les décors et les costumes des personnages, ils étaient trop mal. On voyait les étiquettes qui habillent, qui dépassent, tout truc comme ça. Ça casse le truc en fait. Et voilà, c'est romantasy, il y a de la fantaisie et de la magie, mais la magie on comprend pas trop comment ça fonctionne. Et pourtant c'est censé être un truc super important. Et genre il y a cette explication que la protagoniste, elle a une magie qui est différente des autres parce que elle répond pas, enfin c'est une magie qui fonctionne à l'instinct, alors que les autres ils ont une magie que tu peux apprendre genre en allant, en prenant un enseignant, etc. Mais tout est trop à la surface en fait. Pareil, on parle d'un roi quand même, et qui certes est là à dire oui il faut que je fasse ça pour protéger mon royaume, etc. Mais ça sonne creux, on n'y croit pas. J'ai pas réussi à y croire. Du coup, comme les enjeux étaient pas assez importants, tout ce qui restait c'était la romance. Et même si la romance était sympathique, c'est du assez classique Enemies to Lovers comme on en a vu, revu et re-revu. Mais du coup, pour moi, ça présentait rien de fantasmagorique. Pourtant, les idées sont là. L'auteur a pensé à des bonnes choses. En fait, j'ai bien aimé la première partie du roman, la deuxième partie m'a un peu moins convaincue, notamment parce que dans la deuxième partie du roman, il y a le danger des chasseurs de sorcières qui veulent tuer la protagoniste, qui cherchent tous les gens qui font de la magie, plus ou moins. Mais en fait, on n'arrive pas à les prendre au sérieux. Enfin, moi, j'arrivais pas à les prendre au sérieux parce que dans toute la première partie du bouquin, on disait à la protagoniste, oui, ta magie est mal, ta magie, malédiction, gna 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 gna, ok. Mais à aucun moment, on se dit, en plus, si t'avais pas des gens puissants pour te protéger, les chasseurs de sorcières t'auraient probablement déjà tué, etc. Du coup, comment je fais pour y croire, moi? Si tout d'un coup t'as des méchants qui sortent, et qu'en plus la seule vraie interaction que t'as, ils se font poutrer. Ils sont pas dangereux du coup. Moi, à aucun moment, je me suis dit que la protagoniste était en danger en fait. Ça manquait de profondeur. Pareil, vers la fin, vers les 3/4, 2/3 du bouquin, il y a un triangle amoureux qui se forme, mais t'y crois pas une seule seconde. Même la protagoniste, elle a pas l'air amoureuse du deuxième gars, qu'est-ce que tu veux que j'en ai à faire? Je m'en fous, c'est juste un... super, c'est un caillou dans la chaussure, c'est l'importance de ce gars-là, quoi. Donc bon, c'est difficile d'y croire. Et j'ai conscience que je suis mal placée pour parler parce que quand j'avais écrit mon premier jet des accords de Galéo, moi aussi, l'antagoniste, il était pas très crédible parce qu'il débarquait littéralement à la fin pour causer des problèmes. Mais à la relecture, à la réécriture, c'est des problèmes que j'ai... qui ont pu être corrigés, en partie bien évidemment. Hein. En fait, ça fait vraiment roman hésitant, premier roman. Donc, alors il me semble que c'est pas son premier roman, qu'elle avait publié d'autres choses avant. Je connais pas forcément très bien l'histoire éditoriale de l'autrice. Après, voilà, on dirait que j'ai vraiment été méchante, mais c'est juste que c'est vraiment... Il y a un vrai potentiel en fait. Il y a un vrai potentiel et je pense que c'est aussi ça qui m'a frustrée, c'est qu'il y avait des bonnes idées qui n'ont pas été exploitées jusqu'au bout. C'est quelque chose que au final... qui se retrouve beaucoup dans la lecture qui m'ont pas passionné tant que ça, c'est que j'y ai vu quelque chose qui n'a pas été développé et ça c'est dommage. Donc je pense que je peux recommander ce roman aux gens qui aiment la romantasy classique, des intrigues, des fois il y a ce côté un peu doudou de retrouver encore les mêmes histoires,
Donc, je pense que ça peut tout à fait plaire à des gens. Moi, il faudra encore autre chose avant que la romance fantasy me convainque réellement. Si jamais vous avez des recommandations de romance, de romantasy, ce genre de choses là qui pourraient me plaire à quelqu'un qui, comme moi, a besoin un peu de manger de l'univers à côté, moi j'ai aucun souci à ce que la romance soit au premier plan dans une histoire, mais j'ai besoin que comme je le disais, le décor doit tenir. Deuxième œuvre au pluriel dont je vais parler maintenant, c'est les tomes 4, 5 et 6 de Blackwater. Oui, 3 tomes d'un coup, parce que j'ai tout dévoré en fait. Donc voilà, comme je le disais dans le dernier épisode du podcast, quand j'ai parlé du tome 3, j'avais déjà lu le tome 4. Et en fait, comme les Blackwater se lisent extrêmement bien, enfin moi je les ai lus très vite, comparé à d'autres romans, j'aurais eu du mal à faire la séparation entre chaque bouquin, donc je vais faire un gros résumé déjà de mon ressenti sur les 3 derniers bouquins et ensuite sur la saga, parce que maintenant que j'arrive à la fin de la saga, il est temps de faire un peu un point final. C'est toujours Michel McDowell qui a écrit, c'est toujours Yoko Lacour et Hélène Charrier qui ont traduit, j'ai toujours lu l'édition de Monsieur Toussaint l'Ouverture, il me semble, la maison d'édition. Donc les bouquins sont toujours aussi magnifiques. Et j'avais extrêmement hâte de finir cette saga. Parce que plus j'avançais, moi je voyais comment ça allait finir. Et en effet, la fin, alors attention, on rentre en zone de spoil là. La fin m'a surprise mais pas déçue. Et c'était pas gagné parce que en fait, au vu du résumé du dernier tome qui est La Pluie, où en gros ça sous-entend qu'il y a plein de gens qui meurent, etc. et que c'est la fin, moi je m'imaginais vraiment que, alors pour faire un résumé de toute cette intrigue, en gros, Eleanor, qui est une sirène de la Perdido, elle est jamais appelée comme étant une sirène, mais c'est une sirène de base, quoi. C'est pas très sexy à la base. Ça mange des humains. Donc clairement une sirène qui décide en gros de rejoindre le monde des humains, d'épouser Oscar Casquet et en gros de faire prospérer la famille. Alors pendant les 3 premiers tomes, elle se bat contre Mary Love, qui est sa belle-mère qui ne veut pas que son fils se marie et qui voit en elle un mal infini, ce qui est pas complètement faux quand on regarde Eleanor. Une fois que ça s'est fait, du coup elle devient la matriarche et c'est elle qui dirige la famille. Et quelque chose qui est très bien fait dans cette saga, c'est que même si Elinor, pourquoi je l'appelais Eleanor Elinor reste un des personnages principaux, on se concentre beaucoup aussi sur d'autres personnages. En fait, tout au long de la saga, les gens qui rentrent dans la famille Casquet deviennent petit à petit des protagonistes à des moments différents. On passe vraiment d'un personnage à l'autre de façon très fluide, et du coup, sur les derniers tomes de la saga, ils deviennent tous extrêmement riches, ils deviennent tous très puissants, et donc on se demande à quel moment ça va s'arrêter, qu'est-ce qui peut se passer. Et moi, d'une façon très peu imaginative, j'avais pensé que en fait Elinor avait trop utilisé de ses pouvoirs ou quelque chose comme ça, et que du coup à la fin, c'est le côté de c'est trop beau pour être vrai, le château de cartes s'effondre, il arrive un drame, et du coup j'imaginais même un truc un peu en mode tragédie grecque, tout ce qu'ils ont pu avoir créé est détruit, genre il y a un immense ouragan qui détruit toutes les maisons, etc. pour qu'il ne reste plus que ce qu'il y avait avant que Elinor débarque. Dans le fond, j'avais pas complètement tort, mais ça a été géré autrement. Revenir sur tous les twists, toutes les surprises, tous les moments très intelligents au final que Michel McDowell a eu, ce serait un peu compliqué, ce serait un peu ambitieux. Mais en fait, l'écriture de cet homme est incroyable. Je suis même dégoûtée parce que je me rends compte que c'est un auteur de polar. Et moi je déteste les polars, les thrillers, tout ce qui est policier, machin. Oh non, j'aime pas. Donc je me dis qu'en fait je vais pas pouvoir continuer de le lire parce que même si j'aime sa plume, j'aimerais pas ce qu'il aura fait. Donc voilà, c'est dommage. Ça me prive de quelque chose. Mais, c'est pareil, c'est quoi? C'est l'auteur de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je déteste celui de Tim Burton. Mais c'est à cause de ma relation malsaine avec Noël. Ça c'est encore une autre question. Mais du coup, je suis vraiment triste de quitter cet auteur qui a vraiment une plume, mais magnifique, quoi. C'est passionnant, c'est complet, c'est bourré de bonnes idées, on se laisse surprendre, on se laisse emporter. Et vraiment, si un jour j'arrive à développer une plume aussi acérée, je serai extrêmement fière. Les personnages sont très complexes, ils sont très bien écrits, ils sont humains, même ceux qui ne le sont pas complètement. Si on regarde bien dans les personnages, je dirais il n'y a qu'une personne qui est Myriam, qui est la fille humaine d'Elinor. Parce
Elinor a 2 filles, Frances et Myriam. Frances devient une sirène à son tour, mais elle décide de rejoindre la Perdido une fois qu'elle a eu son enfant. Et Myriam, elle, c'est vraiment la femme intelligente de la famille et c'est la seule plus ou moins qui comprend ce qui se passe. Et ça, c'est merveilleux. Parce que du coup, tous les autres personnages soit jouent l'autruche, soit ne comprennent pas ce qui se déroule autour d'eux, les manigances d'Elinor. Mais Myriam, même si elle n'a pas toute la vérité, elle comprend qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est merveilleusement bien écrit. Donc le fait que la saga se conclue... alors attention, gros spoil. La saga se conclut sur la mort d'Elinor, qui, en étant dans la rivière pour passer du temps avec Frances et sa petite fille Nerita, qui est elle aussi une sirène, qu'elle se prenne un plomb par un membre de la famille qui avait eu peur et qui du coup a paniqué, et que du coup elle meurt de ça, mais que tout le reste de la richesse, etc. soit conservé, j'ai trouvé ça beau et surprenant. En fait, ça y est, la famille Casquet est débarrassée de ce côté paranormal, de la sirène qui a tué des gens, qui finit encore hanter les vivants, etc. L'histoire de Sister, la sœur d'Oscar, qui finit par devenir comme sa mère Marie-Love à la fin, parce qu'elle cherche à fuir son époux, est géniale aussi. Je me souviens que la mort, entre guillemets, de Frances, quand elle fait semblant de se noyer pour pouvoir rejoindre la rivière et devenir une sirène à son tour, j'avais trouvé ça très beau dans le tome 5. Enfin vraiment, c'est spectaculaire, quoi. Ce sera une des œuvres qui m'aura le plus marqué. J'espère un jour réussir à écrire une œuvre qui soit aussi puissante, aussi marquante. Et je comprends tout à fait pourquoi ces romans ont connu un tel succès, même auprès des gens qui en temps normal ne lisent pas trop de la lecture de l'imaginaire. Et un point bonus, surtout pour un bouquin aussi vieux, comme ça se passe à une époque de ségrégation, enfin pas de ségrégation, mais c'est plutôt que les personnes de couleur, les personnes noires sont utilisées comme femmes de chambre, quoi. Je trouve que les Casquets montrent justement, pour l'époque en tout cas, une grande ouverture d'esprit et traitent ces gens comme étant traitent les gens qui les servent et qui sont tous des noirs comme étant de leur famille. Et en fait, il y a aussi tout un discours sur l'homosexualité. En fond de toile, en fait, il y a 2 femmes qui décident de vivre ensemble après que l'une soit malheureusement tombée enceinte, si vous voulez ce que je veux dire. Soit malheureusement tombée enceinte et du coup elles décident de vivre toutes les deux dans une forêt, dans une ferme qu'elles attendent petit à petit et qui fait leur richesse ensuite. En fait, elles sont toutes les deux à dire oui, on n'a pas besoin d'un homme, on est très heureuses ensemble, elles dorment ensemble dans le même lit, etc. Et donc c'est très fortement sous-entendu qu'en fait elles sont lesbiennes, mais c'est jamais présenté comme quelque chose de mal. Jamais c'est dit que par exemple le gamin qu'elles élèvent devient fou, ou qu'elles sont pas capables de gérer leur entreprise, ou que quoi que ce soit. Il n'y a rien de négatif qui puisse d'une façon ou d'une autre être lié à leur sexualité. Et moi j'ai trouvé ça beau. Les autres membres de la famille l'acceptent, ils sont en mode oh non, c'est ce qu'elles font et tout. Elles ont pas envie de se trouver un homme, elles sont bien comme ça arrange tout le monde, tant mieux. Et moi je trouvais ça très cool, surtout pour un roman aussi vieux. À une époque où c'était nettement moins accepté les personnes homosexuelles. Donc franchement, au cas où je ne l'ai pas dit, redit encore et encore, lisez Blackwater, c'est génial, ça se lit rapidement, facilement, enfin rapidement, il y a quand même 6 tomes, mais c'est des tomes de moins de 300 pages, ça se lit super bien, franchement, c'est une grosse recommandation, foncez. 3e œuvre, nous voici arrivés, alors là ça va être rapide, parce que c'était une petite lecture, c'est Résister de Salomé Saké. Alors là, il n'y a pas d'illustrateur à nommer parce qu'il n'y a pas d'illustration sur la couverture. C'est un petit... c'est pas un roman, enfin c'est un essai, comme diraient les Américains. C'est un texte qui parle de la montée de l'extrême droite en France. Et c'est un magnifique manifeste qu'il faut absolument lire. J'ai pas envie de me perdre dans des considérations politiques sur ce podcast, c'est pas la vocation de celui-ci, donc c'est pour ça que je vous renvoie vers la chronique qu'avait pu faire Link the Sun sur le sujet, mais où lui il en parle bien plus de détails.
mais c'est un manifeste qui vous met une bonne claque dans la tronche en vous expliquant la situation de l'extrême droite actuellement en France, la montée du fascisme, ce genre de choses-là, qui du coup est très angoissant pour une bonne partie, parce que ça donne un peu l'impression qu'on est foutu en fait, ça y est, c'est la Troisième Guerre mondiale, même si c'est pas complètement faux, hein. Mais elle donne aussi, à la fin, Salomé Séké donne aussi des moyens de se défendre et de lutter contre le fascisme et contre la montée de l'extrême droite. Et il y a une lueur d'espoir. Donc, je vous recommande fortement de le lire, ne serait-ce que pour votre culture, et parce que franchement, ça coûte 5 €. Donc, vous avez probablement 5 € à mettre là-dedans. Sur un énorme changement de vibe, rien à voir. On passe au 4e livre, 13 de la mer Émeraude. Alors, ça y est, je l'ai fait. J'ai lu mon premier roman du Cosmère. Je pensais pas que je commencerais par là, c'est mon club de lecture qui m'a lancé dans cette lecture-là. Donc, premier roman de Brandon Sanderson. Bravo à lui d'ailleurs d'avoir fait ça sur Kickstarter. Au début du roman, il y a des remerciements à ce sujet-là. J'ai lu la traduction de Sébastien Guillot et je n'ai pas noté le nom de l'illustrateur parce qu'il y a des illustrations, enfin l'illustration de couverture est magnifique. Ce que je peux vous dire sans hésiter, c'est que c'était un gros kiff. Je pense vraiment que c'était un parfait bouquin pour me lancer dans cet univers-là parce que, en fait, à la fois il donne très envie de lire la suite, mais si t'as envie juste de lire ça, il n'y a pas de besoin, enfin il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite à ce roman-là, à la fin, l'histoire de Tress se termine, etc. Mais il y a plein de... Enfin, il y a un des personnages secondaires qui est... Ouh, c'est un spoil ça. Un des personnages secondaires qui est celui qui raconte l'histoire. En fait, on se rend compte qu'il n'est pas ce qu'il prétend être. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas ce qu'il prétend être. Il est dans la capacité, à l'heure actuelle, d'être à 100% lui, d'être full de sa puissance. On se rend compte que c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses sur le reste de l'univers qui est immense et du coup ça donne envie de le suivre, ça donne envie de le retrouver ailleurs, on a envie de savoir ce qui est vraiment ce personnage-là. Comment il en a pu en arriver là, pourquoi il est là et du coup qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il a pu vivre et qui vivra ensuite. Et voilà, l'histoire est prenante, la plume se lit extrêmement bien, l'univers il est complexe mais sans qu'il soit imbuvable. Et surtout le microcosme dans lequel vit Tress, qui est quand même très bizarre. En fait, c'est la mer Émeraude parce que pour faire un... Oh purée, c'est ça que j'ai oublié de faire. J'ai lu aucun des résumés. Non, je suis désolée, je rattrape mon erreur. Voici le résumé d'abord du roi au cœur de pierre. Le jour où tes héritiers tomberont amoureux, que leur cœur saigne, flétrisse et pourrisse tel un fruit rongé par les vers, qu'ils éprouvent la douleur que tu m'as infligée jusqu'à leur dernier souffle. À tout juste 20 ans, l'organe de Rosépine accède au trône des terres de la clarté après le troublant décès de son père. Lilith, une jeune femme aux origines mystérieuses, vit recluse sur les îles de la nuit. Un soir, elle est enlevée par les soldats du roi Lorgan. Accusée d'être la fille d'une puissante sorcière ayant jeté une malédiction sur la lignée des Rosépines, Lilith devra affronter la colère du souverain. Dans un royaume en proie à la guerre et au complot, ces deux êtres que tout oppose verront leur destin s'imbriquer et prendre une tournure imprévue. S'il l'aime, il mourra. Ah non, s'il aime, il mourra. Elle seule peut lever la malédiction. Donc sur les deux autres romans dont j'ai parlé, enfin en tout cas les Blackwater, il n'y a pas vraiment de résumé à faire. Et pour résister non plus, donc je vais vous lire maintenant le résumé de 13 de la mer Émeraude. Le résumé de 13 de la mer Émeraude. Tress vit sur une petite île isolée au beau milieu de l'océan de Sport. Simple laveuse de vitres, elle partage néanmoins une belle complicité avec Charlie, le fils du duc, et est secrètement amoureuse de lui. Quand celui-ci disparaît, la jeune femme décide de partir à sa recherche. C'est le début d'un périple au bout du monde, où l'on retrouve tous les ingrédients qui font le sel des grandes aventures. Des contrebandiers de la pire espèce, une sorcière mal intentionnée, un redoutable dragon, des pirates sales et méchants, ou pas, et même un rat qui parle. Oh oui, c'est vrai que maintenant que je lis le résumé, j'avais oublié ce plot twist. Oh, c'est génial, ce roman est vraiment génial, lisez-le. Aïe aïe aïe. Mais oui, c'est ça que j'avais trouvé super cool, même si ça m'avait surpris au début. Ouais,
La mer, c'est des spores mortels, parce que ils se nourrissent de l'eau pour devenir physique, enfin pour devenir solide, pour développer chacun des pouvoirs, parce qu'il y a plusieurs types de spores. Donc en gros, tout ce qui peut être liquide du corps humain, la salive, etc., enfin si ça touche un humain, c'est quasiment certain que ça va le tuer. Et donc, juste génial. L'univers est bien pensé. Voilà, vraiment, c'est tout ce que j'aime. L'univers est bien pensé, ça s'explique relativement simplement. Enfin, en tout cas, dans le roman, c'est expliqué relativement bien simplement. Et c'est génial. C'est juste génial. C'est un kiff. En plus, je trouve que le résumé est bien fait parce que il parle de grands éléments de l'intrigue sans révéler pour autant la complexité du roman. Parce que c'est vraiment une écriture qui est recherchée, quoi. On sent que Brandon Sanderson, il n'a pas créé un univers juste pour y raconter une histoire. Il a créé un univers complexe dans lequel se déroulent des histoires. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il n'a pas créé un univers comme support à ce qu'il voulait raconter. Il a créé une histoire qui se déroule dans un univers qu'il a pensé. Et ça, c'est génial. Donc oui, c'est épique. Et oh là là, ce rat qui parle. J'ai même pas envie de vous le spoiler. Tellement c'est cool. Tellement j'ai vu le truc venir. Et quand ça a été révélé, j'étais en mode oh, c'est génial, c'est trop bien fait. Bref. Et le fait d'avoir un narrateur qui raconte l'histoire et qui en fait, au début, on pense que c'est juste un style d'écriture où l'auteur nous parle pendant qu'il nous raconte l'histoire, il s'adresse directement au lecteur. C'est un style, j'étais pas forcément très fan, mais en fait, c'est un personnage qui nous parle. Et donc, c'est pas comme si... Enfin, ça indique que ce personnage transcende ce qu'est un personnage, ce que sont les autres personnages, et ça donne envie de voir la suite. Donc j'ai très hâte de me lancer dans un autre roman du Cosmere, mais je suis pas encore. J'ai tellement de choses à lire. Ah oui, et l'héroïne est super bien écrite. Tress, elle a une progression de personnage. Elle passe de la fille qui a vécu plan-plan toute sa vie, qui a aucune volonté de se mettre au danger, mais qui est tellement amoureuse que vraiment elle y va. Et elle change, elle progresse. Et c'est un personnage qui fait tout avec la boule au ventre, qui a constamment peur parce qu'elle se retrouve impliquée dans des trucs qu'elle n'arrive pas. Et vraiment, c'est le pouvoir de l'amour qui la guide. Mais c'est pas Yugi, l'âme des cartes, utilise le pouvoir de l'amitié, ouais. Non, là vraiment, c'est l'amour avec un grand A, c'est la vraie dévotion, c'est la vraie volonté qui la pousse jusqu'au bout. Et ça, waouh. Franchement, j'applaudis des deux mains. Ensuite, 5e œuvre dont je vais parler, et cette fois je vais penser à lire le résumé dès le début. J'ai lu le premier tome de Kiki la petite sorcière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en ce moment, j'ai très envie de découvrir un peu plus les univers de Miyazaki. Alors, j'ai pas encore vu tous les Miyazaki, c'est pas bien, il faudrait que je le fasse, mais c'est pas grave. Donc, je vais commencer la saga du château ambulant. J'ai lu que le premier tome. J'ai lu tout le manga, pour le coup de Miyazaki, parce que le château ambulant, c'est pas Miyazaki qui l'a écrit. Mais j'ai lu tout le manga Nausicaa de la Vallée du Vent, qui est un manga que je recommande fortement, mais dont je vais pas parler dans le podcast. Et parmi les trucs sur lesquels j'ai pu tomber dans ma librairie préférée, il y a les romans Kiki la petite sorcière, dont j'ai lu le tome 1, et dont je vais vous lire le résumé. Kiki rêve d'une vie normale, se faire des amis, s'habiller comme elle le veut, avoir l'insouciance de son âge. Mais la jeune fille n'est pas une adolescente comme les autres. L'année de ses 13 ans arrive, et, comme pour toutes les sorcières, sa nouvelle vie est sur le point de commencer. À la fois excitée et nerveuse à l'idée du grand départ, Kiki enfourche son balai et met le capot loin, loin vers la mer. Aux côtés des habitants hauts en couleur de Koriko, un long voyage d'apprentissage démarre pour Kiki. Et oui, Kiki est une sorcière et le résumé l'indique clairement. Ouvrir le roman confirme ça complètement. C'est un roman pour adolescence, pour jeunes enfants. Enfin, jeune ado, enfant. Et c'est trop bien. Parce qu'on a souvent tendance à se dire oui, les romans écrits pour les enfants, pour les jeunes, etc. T'as pas envie de lire quand t'es adulte. Ça, c'est quand c'est mal fait.
Quand c'est bien fait, n'importe qui peut se faire kiffer à lire un roman pour enfants. Alors oui, c'est écrit simplement, il n'y a pas de mots trop compliqués, les phrases sont courtes, c'est écrit gros, c'est très imagé, il n'y a pas des questions sociétales complexes. Mais c'est une question sur... en tout cas, enfin, c'est une question. C'est un roman, en tout cas pour ce premier tome, sur la recherche d'identité. Des thèmes qui sont très proches, auxquels les ados sont très sensibles, mais c'est pas parce que les ados ils sont très sensibles que les adultes n'ont pas le droit de l'être. C'est écrit par Eiko Kanado, et j'ai pas réussi à trouver qui avait fait la couverture. C'est très choupi, c'est un bon livre pour enfants. Franchement, je recommande à 100%. C'est pas un roman qui est très complexe, donc j'ai pas forcément quelque chose à dire sur l'histoire ou quoi que ce soit. J'ai hâte de lire les autres tomes de la saga, ça je vais les lire, y a pas de souci. Mais franchement, je recommande chaudement. Puis si vous avez des gens dans votre entourage qui veulent pas lire des trucs trop compliqués ou des ados qui en sont en mal de lecture, franchement c'est un kiff. Allez-y, foncez. Et enfin, on en arrive à la dernière œuvre dont je vais parler et qui est très certainement ma préférée en termes de lecture. Parce que c'est un coup de cœur qui m'a fait découvrir, je pense, une de mes auteurs de fantasy préférées. Et elle est française, mesdames et messieurs. Je vais vous parler de La Cité diaphane d'Anouk Faure. Ah, La Cité diaphane. C'est un roman qu'on m'a offert à mon anniversaire, dont j'avais jamais entendu parler. Et en plus, sur la couverture, il y avait un petit sticker avec marqué étoile montante de la fantasy ou de l'imaginaire, un truc du genre. Donc je me disais, ça sent le faux Howard qui veut rien dire. Eh ben, j'ai bien fermé ma grande bouche, hein. Ah, je me suis pris une claque. Oh. Alors déjà, ce qu'il faut souligner, c'est que Anouk Faure est à la base une illustratrice, donc c'est elle qui a fait les illustrations du roman, qui sont des masterclass. C'est impressionnant, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors déjà, je suis une femme très talentueuse parce que c'est une illustratrice très douée. Mais alors, l'écriture... Oh. Voici le résumé. Merveille architecturale élancée vers le ciel, Roche Étoile a connu la gloire avant une chute brutale. La ville sainte de la déesse sans visage est maudite, réduite à l'état de nécropole depuis que les eaux de son lac et de ses puits sont devenus poison mortel, victime du mystérieux mal d'onde. 7 ans après le drame, l'archiviste d'un royaume voisin se rend dans la cité défunte avec pour mission de reconstituer le récit de ses derniers jours. Mais il s'avère bientôt que Roche Étoile abrite encore, dans les dédales de ses ruelles, quelques âmes égarées. Ici un forgeron, là une chevaleresse, et d'autres qui gardent dans le labyrinthe les sombres secrets du passé. Donc moi, quand j'ai eu ça, je me suis dit, ah ben on va suivre cet archiviste qui va nous raconter des trucs. Alors attention, je risque de faire des gros spoils sur l'histoire, hein. Mais parce qu'il faut qu'on en parle. Donc je me dis, ok, ça va être un peu un... On va suivre un personnage qui va nous dérouler une histoire, peut-être de manière anachronique, etc. Non. Le protagoniste qui raconte l'histoire est super bien écrit parce que on n'arrive pas trop à savoir si c'est un homme ou une femme. Il n'a pas de prénom, donc c'est vachement bien pour pouvoir s'identifier. Non, le protagoniste, attention, gros spoil, c'est le méchant. Et je me le suis pris, mais comme une claque. Mais alors, je l'ai jamais vu venir. Mais tellement pas. Mais je me suis... Oh, génial. Il avait fait exprès, Vanor, d'effacer sa mémoire, enfin, de bloquer sa propre mémoire pour pouvoir accéder à trucs. Oh, mais c'est génial. C'est génial, c'est génial. Je peux même pas vous en parler parce qu'il se passe tellement de trucs. Il y a une vraie recherche psychologique, philosophique, c'est trop bien écrit, c'est mon empire romain. C'est mon empire romain. J'aurais gagné le jour où je serais capable d'écrire un bouquin aussi bien. J'ai l'impression que je dis ça à une lecture sur 2. Mais franchement là, c'est insane. Il faut que je lise tous les romans d'Anouk Faure. Et à chaque fois que tu te dis, mais c'est pas possible, l'histoire doit s'arrêter là, on a bientôt fini là. Non, il y a un autre truc, et on va chercher plus loin. Et même si, l'univers est complexe, il est bien écrit, là encore on se retrouve face à une masterclass en termes d'écriture et de création d'univers. Le roman te pousse à te poser des questions,
Et enfin, c'est magnifique, quoi. La plume est fluide, et on se laisse emporter, on se laisse berner encore et encore et encore par les plot twists, etc. Mais enfin, c'est génial, c'est génial. C'est dans mon top 5 des meilleurs romans. Je suis tombée amoureuse. En plus, qu'est-ce que la langue est riche, il y a des mots qui sont beaux, qui sont compliqués. J'ai découvert des mots avec ce bouquin. Le récit est bien construit. En plus, c'est un one-shot, quoi. C'est tellement bien fait. Donc si vous aimez la fantasy et l'imaginaire, il faut que vous lisiez ce roman. Il faut que vous le lisiez. C'est complexe. C'est pas un truc que tu mets dans les mains de quelqu'un qui commence la fantasy. Faut avoir un peu de coffre, mais c'est une dinguerie. Il faut lire ce roman. Quelqu'un qui est capable de tenir un peu face à un langage bien soutenu, bien complexe et une histoire longue, il faut lire ce roman. Il n'y a pas d'autre choix. Ouf, je me suis emportée, moi. Excusez-moi, je pense qu'au final, ma chronique sur ce roman sera pas très claire. Mais qu'est-ce qui se passe du coup? Lis le bouquin! En vrai, c'est un peu ce genre de roman où t'as envie... Mais vas-y, de quoi ça me parle? Lis-le. Me pose pas de questions, lis-le en fait. Enfin bref, on arrive quand même à la fin de ce podcast. Alors, de quoi j'oublie toujours de parler? Est-ce qu'il y a des choses dont il faut que je vous parle? Oui, suivez-moi sur les réseaux, c'est là que je vous tiendrai le plus au courant de mes activités. On va faire un petit tour de ma pile à lire. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. À l'heure actuelle, je suis à 228 livres. Il faut que je le mette à jour d'ailleurs, c'est pas bien. Bon, j'ai mis ma pile à lire, ça devrait être mieux. Donc à l'heure actuelle, je suis à 228 livres dans ma pile à lire. Probablement dans les prochaines lectures dont je vous parlerai. Alors, actuellement, je suis en train de lire 2 romans. Je suis en train de lire le 3e tome de l'intégrale de Game of Thrones. Ça y est, je suis retombée dans ma phase d'addiction à Game of Thrones, donc ça va repartir là-dessus. Je suis aussi en train de lire Le Prince de Machiavel quand j'ai le temps. C'est une lecture intéressante. Il y aura des choses à dire dessus, je pense, mais pour l'instant, j'ai vraiment pas lu grand-chose. C'est un texte qui est assez court, hein. J'ai emprunté à la bibliothèque La balade du serpent et de l'oiseau moqueur, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Le prequel du... oui, ça... Non, pardon. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui est le prequel des Hunger Games, que j'ai très hâte de lire aussi. Il faudrait que je voie le film en plus. L'île au trésor et le journal de Samuel. Je sais pas si vous avez suivi un peu sur les réseaux sociaux. Cette série animée de Arte... sur l'histoire d'un petit garçon à qui il arrive des divers trucs. Donc je pense qu'il y aura au moins ces 3 dont je vais parler. Le Game of Thrones, c'est très long à lire parce que c'est une intégrale de 1100... de plus de 1000 pages. Donc vous m'excuserez si je suis pas très rapide à lire. Je sais pas si j'en parlerai, si je le finirai d'ici la fin du mois. Je sais pas honnêtement quand est-ce que le prochain podcast sortira. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc j'ai 228 livres. En termes de séries, du coup j'ai fini 2 séries avec Nausicaa de la Vallée du Vent et Blackwater. Donc c'est toujours ça de moins. J'ai quand même 63 séries à lire et aucune que je suis proche de voir finie. Mais bon, c'est pas grave, c'est ça qu'on aime, c'est ça qui est bon. D'avoir toujours plus de bouquins à lire. En tout cas, moi j'ai fini de remonter. Il était très bon, il m'a fort réchauffé et ça, c'est tout ce que je pouvais demander. J'espère que vous lisez bien. N'hésitez pas si vous avez des recommandations de bouquins. Je suis toujours preneuse. C'est pas parce que ma pile à lire s'allonge qu'elle doit pas continuer. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Toujours la même chose. Salomé Martin, auteur sur TikTok, Instagram, YouTube et Spotify. Je suis pas vraiment très active ailleurs. En termes d'activité d'écriture, mon projet de 3e roman. Je suis un peu en train de j'ai fait une grosse pause là parce qu'avec le mois de septembre c'est la reprise du boulot pour moi. Donc je l'ai à peine touché mais ça va revenir, je le sens. Sinon, pour le reste, pas encore de nouvelles, ça viendra. Je pense que j'aurai peut-être quelques infos à vous donner courant octobre. On verra bien, on n'y est pas encore. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez des bonnes lectures à l'avenir. On se retrouve d'ici quelques temps. À très vite et merci de m'avoir écouté.